pose cet après-midi de la première pierre du complexe numérique de Bamako par le chef de l'État Amadou Toumani Touré. L'infrastructure qui coûtera plus de 16 milliards de francs CFA sera située à Djikoroni-Para en commune 4. Le Mali passe à la vitesse supérieure dans la lutte contre les accidents de la circulation. La campagne de contrôle du taux d'alcoolémie au volant a été lancée hier. Les forces de sécurité ont été dotées d'éthylotests à cet effet. La lutte contre le paludisme s'intensifie dans notre pays. La Chine vient d'offrir au Mali un important lot de médicaments antipaludiques à base d'artémisinine. Mesdames et messieurs, bonsoir. Merci de votre fidélité à votre télévision nationale. Le président de la République a posé cet après-midi la première pierre du complexe numérique de Bamako, un complexe qui ambitionne de former des ressources humaines compétentes du Mali et de la sous-région dans le domaine des TIC. Il va également numériser l'économie du Mali en vue de son entrée de plein pied dans la société de l'information. L'infrastructure qui coûtera environ 16 milliards 400 millions de francs CFA sera construite sur le site de l'ancien centre de formation des postes et télécommunications SIS à Djikoroni-Para en commune 4. Ibrahima Traoré a assisté à la cérémonie suivant son reportage. Voici à quoi ressemblera le futur complexe numérique de Bamako. La pose numérique et celle de la première pierre des bâtiments par le président de la République concrétise ici la réalisation de cette infrastructure de 16 milliards 400 millions de francs CFA. Le complexe devra engager le Mali de plein pied dans la société de l'information et réduire les fractures numériques et sociales par l'accès à tous les Maliens aux TIC. Une ambition partagée par la Banque africaine de développement, partenaire du projet. Depuis Connect Africa, la banque s'est efforcée de mobiliser près de 190 millions de dollars des États-Unis, soit environ 100 milliards de francs CFA, en vue de soutenir les efforts des États africains dans le développement de l'infrastructure à large bande, notamment la fibre optique, l'amélioration du cadre stratégique et réglementaire et le renforcement des capacités administratives et institutionnelles. Et c'est avec un grand enthousiasme que la banque a accueilli le projet de complexe numérique de Bamako en lui apportant près de 11 milliards de francs CFA et en soutenant son plaidoyer auprès des autres partenaires techniques et financiers du Mali. Le complexe numérique de Bamako sera créé sous la forme d'un établissement public à caractère scientifique et technologique. Il aura pour mission la formation et l'amélioration des compétences TIC du Mali et de la sous-région. Son but est de renforcer aussi le partenariat public-privé pour soutenir la recherche et le développement ainsi que les innovations technologiques. Notre ambition, Monsieur le Président, c'est que le complexe numérique de Bamako puisse former le capital humain, ainsi que l'a mentionné le Conseil spécial, les entreprises, des outils intellectuels et productifs qui, ensemble, constituent les acteurs du changement, le levain économique et social qui solidifie l'acharpement de la société malienne de demain. Lorsque les Maliens se déplaceront sur les routes de Kidal à Kay, de Yelimane à Yorosso, à chaque fois qu'ils utiliseront leur téléphone portable, notre ambition, c'est que les signaux soient transmis par les câbles de fibre optique déroulés le long de ces axes routiers par les entreprises créées et incubées par le complexe numérique de Bamako. Le complexe sera composé de 3 grandes parties. D'abord, un technocentre comprenant l'École nationale supérieure des TIC et un centre de formation continue. La deuxième composante est le technoparc qui abritera un centre de données et un autre destiné aux affaires. Il y a enfin un technovillage qui va assurer l'animation numérique et surtout abriter les rencontres virtuelles et présentielles tant nationales qu'internationales. Toute une fierté pour le chef de l'État. Un beau cadeau pour le nouvel an, pour le Mali. Lorsque on s'est fait une idée de tout ce que nous pouvons tirer sur ce numérique et sur les nouvelles technologies de l'information, je pense que déjà nous sommes pressés d'inaugurer ce complexe. Complexe parce que ce n'est pas seulement une école, mais c'est tout un ensemble d'instruments, un ensemble de moyens, un ensemble également de données qui vont permettre au Mali de s'installer confortablement
dans le numérique. 5 complexes sur le continent africain, après le complexe nord à Tunis, le complexe est qui a été établi à Kigali, le Mali prend et abrite aujourd'hui le complexe ouest. Nous ne pouvons qu'en être fiers et je voudrais transmettre au président directeur général de la BAD mes remerciements, la reconnaissance et la gratitude du peuple malien. Une fois réalisé, le complexe numérique de Bamako deviendra le premier centre high-tech de son genre en Afrique de l'Ouest. La réalisation du projet s'étendra sur 5 ans. Et avant de prendre part à cette cérémonie, le chef de l'État a reçu ce matin en audience l'artiste Fantani Touré et l'éditeur Samba Niari. Le premier vient d'être primé par l'UNESCO pour son dernier album et le second a reçu un prix pour son ouvrage consacré à la vie des enfants en situation difficile. Récit d'audience, c'est avec Amadou Sankari. L'artiste musicienne Fantani Touré ce matin à Koulouba. Dans ses bagages, son prix de meilleur artiste de l'année 2011 décerné par l'UNESCO, une distinction qu'elle est venue présenter au chef de l'État. Je l'ai reçu le 25 septembre passé aux États-Unis. Ce prix a concerné mon dernier album que j'ai dédié à Ali Farka Touré, mais plus précisément, il y a un titre dedans qui s'appelle Fourou. Et ce prix aussi, c'est pour mon engagement, ma vie associative, mon engagement pour les femmes, les enfants et les filles de la rue. Et tout ce que je fais pour la tradition malienne, l'art et la culture africaine en général. Si l'artiste a été récompensé pour sa voix et les thèmes développés dans ses chansons, l'éditeur Samba Niari, lui, a été primé par la CEDEAO grâce à son ouvrage Djilli, qui veut dire amour en Fulfulde. Nous sommes là dans le cadre donc de la présentation à son Excellence, Monsieur le Président de la République, du prix d'excellence de la CEDEAO que j'ai obtenu à travers un de mes livres intitulé Djilli. L'ouvrage porte sur l'enfance défavorisée, et notamment cette enfance qui gambade à l'intérieur des rues de Bamako à travers ce qu'on appelle les sotramas. Donc c'est en 3 volumes. Nous l'avons écrit il y a quelques années déjà, d'abord en français, et ensuite traduit en bamanankan et d'autres langues. Bien que les récipiendaires ont un objectif commun qui est de promouvoir la culture malienne. Et sur un tout autre plan à présent, signature de convention entre la Banque ouest-africaine de développement et le groupe Azalaï Hotel pour un montant de 7 milliards de francs CFA. Ce crédit obligatoire garantira à 100% le groupe Azalaï Hotel dans la promotion de ses activités hôtelières à travers le Mali. Mamourou Sidibé, reportage. Avec cette signature de convention, le groupe Azalaï Hotel lance un emprunt obligataire à placement privé de 7 milliards de francs CFA avec une maturité de 5 ans et un taux d'intérêt de 6,5%. Ce fonds garanti à 100% par la BEAD servira à rénover Azalaï Hotel Salam, à construire un hôtel qui abritera l'Académie Azalaï et un autre pour les séminaires et loisirs à Séléngui. Le total de nos investissements s'élève à ce jour à 45 milliards de francs CFA. Et nous ambitions d'investir dans les 10 prochaines années environ 70 milliards de francs CFA. Ces projets seront des vecteurs de nouveaux emplois et permettront de contribuer à l'émergence de secteurs dynamiques. La justification du concours de la banque à la SMPH par garantie d'emprunt et obligataire est fondée sur la place prépondérante que tient cette unité dans le cadre de la promotion touristique de la destination ouest-africaine. Les autorités maliennes présentes à la cérémonie de signature de convention ont salué la présence et l'appui de la BOAD qui ne fait que donner un coup d'accélérateur au secteur de l'hôtellerie et du tourisme. Depuis sa création jusqu'à nos jours, la BOAD ne cesse de soutenir les efforts de développement économique et social du Mali à travers le financement de plusieurs projets dans les domaines du développement rural, des infrastructures, de l'énergie, de la promotion du secteur privé et du secteur bancaire. Il est rassurant de constater que les pionniers de l'hôtellerie de notre pays contribuent à donner l'exemple de la rigueur, de la performance, du dynamisme, de confiance en soi, en la destination Mali. Le groupe Azalaï Hotel affiche de nos jours un professionnalisme dans le métier avec 6 filiales dans 5 pays.
7 hôtels avec 700 emplois directs et plus de 3500 emplois indirects. Les forces de sécurité du Mali viennent d'être dotées d'un nouvel instrument appelé éthylotest. Cet appareil est destiné à réduire les accidents de la route. Il a été pour la première fois testé hier soir au poste de contrôle de Niamana. Le ministre de l'Équipement et des Transports en a profité pour lancer la campagne de contrôle du taux d'alcoolémie au volant afin de minimiser les risques de catastrophes routières en cette fin d'année. Le déroulement de cette première expérimentation, c'est avec Abouakar Maïga. C'est une véritable révolution dans les systèmes de sécurité intérieure de notre pays. Les contrôles d'alcoolémie au volant font désormais partie de l'arsenal de prévention des accidents des forces de sécurité maliennes. Les responsables des 2 corps chargés de cette mission ont reçu les équipements complets des mains du ministre de l'Équipement et des Transports. Ahmed Dian Simega a par cette action lancé la campagne de dépistage du taux d'alcoolémie des usagers de la route. Ces contrôles qui se fait à partir de cet appareil communément connu sous le nom d'éthylotest visent toute personne au volant d'un véhicule terrestre à moteur, même si le moteur est arrêté et même si le conducteur est endormi. Dans notre code de la route et au code pénal, quiconque aura consommé plus de 0,30 grammes d'alcool dans 1 litre de sang ou 0,40 mg pour 1 litre d'air expiré est sanctionné à une amende d'au moins 20 000 francs à 200 000 ou une peine d'1 jour à 11 jours d'emprisonnement. Le contrôle d'alcoolémie sera effectué sur les voies urbaines et dans les espaces commerciaux par les gendarmes et les agents de la police nationale. Pour un départ, 15 policiers et 5 gendarmes ont été initiés à l'utilisation de l'outil de contrôle dans le cadre d'une formation des formateurs. Pour l'instant, l'objectif est de gérer les fêtes de fin d'année. Ici, c'est un plus dans l'arsenal pour prévenir les accidents. Et donc, vraiment, je demanderai aux usagers de la route d'être indulgents et surtout d'être coopératifs. Comme on l'a vu tout à l'heure, le monsieur qui s'est prêté volontiers à ce test-là, c'est ça le sens du civisme. Je voudrais que chacun comprenne que ce geste-là, c'est un geste pour sauver la personne, si tant est qu'elle a bu de l'alcool, mais c'est aussi pour sauver d'autres personnes. Le contrôle de l'alcoolémie est obligatoire en cas d'accident corporel et d'infraction grave. Il est aussi effectué en cas d'accident matériel ou lors d'un contrôle routier. Au-delà des amendes et de la mise en garde à vue, les forces de police ou de la gendarmerie peuvent aller jusqu'à confisquer les permis du conducteur pour au moins 112 heures avant que les juridictions compétentes ne se prononcent sur l'affaire. Direction l'Éthiopie, à Addis Abeba, précisément où s'est tenue la conférence des ministres africains des mines. Était présent notre ministre des Mines, Amadou Cissé. En marge de la conférence, ce dernier a eu des échanges avec de nombreux partenaires. Alassane Diombele nous raconte. Dans la grande salle de l'Africa Hall, au siège de l'Union africaine à Addis Abeba, les ministres des Mines du Mali, du Congo, du Mozambique, du Malawi, de la Namibie et de l'Éthiopie, entourés d'experts et de partenaires, ont tenté de dégager une feuille de route pour les prochaines années, appelée ici Vision minière africaine à l'horizon 2050. La vision minière de l'Afrique vise à assurer une exploitation transparente, équitable et optimale des ressources minières. Elle constitue la base pour l'élaboration par les États membres et leurs communautés économiques de nouveaux régimes miniers axés sur le développement. Selon la vision, la politique minière ne sera plus axée seulement sur le régime d'exploitation minière, mais également sur la transformation structurelle des économies africaines. Et pour cela, il faut une stratégie essentielle à la réalisation des objectifs du millénaire pour le développement, à l'élimination de la pauvreté et à la croissance et au développement durable dans le continent. Aujourd'hui, on sait que la production minière peut booster fortement notre économie. Et si on fait en sorte que nous ayons des ressources humaines compétentes, parce que vous savez, on a un problème très important. Nous manquons de personnels qualifiés. Si aujourd'hui on envoie un expert assisté à une conseil d'administration d'une société minière, souvent ils ne savent même pas ce qui se dit. Donc, si tu ne comprends pas ce qui se passe, tu ne peux pas donc savoir ce que tu dois gagner. Et ça, c'est des problèmes très très sérieux. Il faut faire face. Et si on arrive à les développer, n'est-ce pas, on pourra demain faire face à cette spoliation de nos ressources minérales. On n'arrive même pas à contrôler les sociétés minières.
On n'a aucune structure de contrôle des sociétés minières. Elles font à leur guise. Voilà des actions qu'il faudrait entreprendre et je crois qu'à partir de ces plantations, nous allons désormais faire face à tout ça et nos ressources minérales vont nous bénéficier très certainement. La conviction qui s'est dégagée ici, c'est que les pays africains sont dotés d'énormes ressources minérales, mais paradoxalement, beaucoup de pays dont l'économie dépend fortement de la production et de l'exportation des minéraux ont connu une croissance assez faible au cours des dernières décennies. À noter qu'à marge des travaux, le ministre des Mines a eu plusieurs échanges avec des partenaires du secteur. Amadou Cissé a participé au forum Russie-Africa où il a présenté les potentialités minières du Mali. Il s'est aussi entretenu avec son homologue d'Éthiopie. La 3e conférence des ministres africains des mines se tiendra en 2013 à Bamako. Voilà, comme il vient de le dire, la prochaine rencontre des ministres africains des mines se tiendra à Bamako. Un mot de l'actualité sur le continent. En République démocratique du Congo, Joseph Kabila, pour la 2e fois consécutive, prête serment devant des milliers de Kinois. Aucun incident majeur n'a été signalé, ni aucune manifestation des partisans de l'opposant Étienne Tshisekedi. Plusieurs milliers de Kinois s'étaient massés sur l'esplanade de la cité de l'Union africaine à Kinshasa pour suivre la cérémonie. Dans la tribune d'honneur, un seul chef d'État étranger, le Zimbabwéen Robert Mugabe, est le seul à s'être déplacé. Les pays voisins se sont fait représenter, de même que les pays occidentaux qui ont délégué leurs ambassadeurs en poste à Kinshasa. Joseph Kabila a prêté serment en jurant devant Dieu et la nation de sauvegarder l'unité nationale et de respecter les droits de la personne humaine. Puis il s'est adressé à ses compatriotes. La haute charge que pour la seconde fois vous venez de me confier fait de moi le président de tout le Congolais. Je travaillerai donc avec tous les compatriotes qui ont la passion du Congo et qui veulent sincèrement œuvrer à sa modernisation. Aucun incident majeur n'a été signalé dans la capitale, aucune manifestation des partisans d'Étienne Tshisekedi dans les rues de Kinshasa. Les Kinois redoutent toutefois la journée de vendredi. C'est ce jour que l'opposant historique, qui s'est autoproclamé président élu, prévoit de prêter serment dans le grand stade des martyrs de Kinshasa. Et à présent, le reste de l'actualité africaine en télégramme, avec d'abord au Nigeria, l'arrestation du chef de la secte de Boko Haram. Sphère au Nigeria, entre la police et la secte Boko Haram. 14 islamistes ont été arrêtés à Kano, dans le nord du pays. Parmi eux, le chef présumé de la secte, un dénommé Hamza. La police a mis la main sur tout un arsenal, des fusils, des bouteilles de gaz, des détonateurs. Cette secte qui réclame l'application stricte de la charia multiplie les attentats dans le pays et menace de nouvelles attaques. Score historique aux législatives pour le PDG au pouvoir au Gabon. Selon des résultats pas encore officiels, le Parti démocratique gabonais décrocherait 114 sièges sur 120 à l'Assemblée, du jamais vu, même au temps du parti unique. Il a bénéficié d'une opposition divisée dont une partie avait appelé à boycotter un scrutin qualifié de mascarade. La consigne a sans doute fait mouche puisque peu de Gabonais se sont déplacés pour aller voter. En Côte d'Ivoire, le président Ouattara met l'armée au pas. Après les affrontements qui ont coûté la vie à 6 jeunes à Vavois, tués par une patrouille de l'armée, les autorités annoncent la création d'une police militaire. Cette police militaire aura pour rôle de traquer, au vrai sens du terme, tous ces jeunes soldats qui font le rodéo dans la ville et qui se promènent en véhicule estampillé FRC. Les éléments impliqués dans l'incident de Vavois seraient des supplétifs de l'armée, une patrouille non autorisée. Ils ont été arrêtés et seront jugés. Retour à l'actualité nationale avec une bonne nouvelle dans la lutte contre le paludisme. La Chine vient en effet d'offrir au Mali un important lot de médicaments antipaludiques à base d'artémisine. La cérémonie de remise a eu lieu hier après-midi au laboratoire de la santé. Nando Dambélé nous raconte.
d'une valeur de 261 440 400 francs CFA. Ces dons de médicaments est le troisième grand geste de la République populaire de Chine à l'endroit du Mali cette année, après la construction, l'équipement partiel et la mise à disposition de personnel de santé chinois à l'hôpital du Mali, la création, la dotation en équipement et en personnel du centre de recherche sur le paludisme de l'hôpital de Kati. Le lot est constitué de 67 500 boîtes de 6 ampoules d'artéméter injectables 80 mg, 23 100 boîtes de 5 ampoules d'artésunate injectable 60 mg. Recevant symboliquement le don des mains de son Excellence l'ambassadeur de la République populaire de Chine au Mali, le ministre de la Santé l'a apprécié à sa juste valeur. Votre pays, par ce geste, contribue doublement à renforcer les capacités de mon pays à la lutte contre le paludisme. Le premier intérêt est que ce don est constitué de molécules dérivées de l'artémisinine, qui sont les principes actifs de dernière génération pour la prise en charge du paludisme. Et le second intérêt est que ce sont des formes injectables qui permettent le traitement d'urgence en cas de paludisme. Donation de médicaments antipaludiques, de par sa valeur financière et son intérêt thérapeutique, permet à notre pays d'assurer la gratuité de la prise en charge du paludisme chez les enfants de moins de 5 ans et les femmes enceintes. Visite du ministre du Développement social, de la solidarité et des personnes âgées aujourd'hui au centre de réadaptation et d'appareillage orthopédique Père Bernard Vespiren à Bako, Djikoroni. Objectif, s'imprégner des conditions de prise en charge des personnes handicapées. Faneba Keita a suivi la visite. Créé en 1994, le centre de réadaptation et d'appareillage orthopédique Père Bernard Vespiren est bâti sur une superficie de 5800 m². Le programme de réadaptation, d'orientation des personnes et d'encadrement thérapeutique élargi Prophète est une initiative de son promoteur avec le soutien financier du Père Bernard Vespiren et d'autres partenaires. Le centre est né par le soutien de bonne volonté. Il y a deux activités principales, c'est la rééducation et l'appareillage. Donc c'est ces deux activités que nous menons, mais ces deux activités sont soutenues, comme vous avez pu le constater tout à l'heure, par un cabinet médical. Ces attributions sont entre autres l'identification, l'évaluation, la prise en charge des personnes handicapées. J'ai vu le système, un système informatisé, bien adapté, qui rend le centre efficace quant à ses activités, et qui rend ses activités également transparentes, lisible, visible. Et puis j'ai vu un personnel auprès de son métier. J'ai vu des patients également qui sont en rééducation, qui sont en appareillage. Toutes choses qui me réconfortent quand on sait les missions qui sont dévolues à mon département. Ça me donne encore une autre possibilité de prendre en charge le handicap. Le centre fonctionne avec ses propres ressources, mais aussi à partir des dons, legs ou subventions et des contributions régulières de ses membres. Avec ses 19 agents, il dispose d'une salle de réadaptation à base communautaire, d'un atelier orthopédique qui met à la disposition des patients des protèges, des semelles compensatrices, une salle de kinésithérapie qui s'occupe des fractures et d'un cabinet médical. Ouvrons à présent la fenêtre sur les activités politiques du jour. À Tombouctou, tenue du premier congrès ordinaire du Parti Avenir et Développement du Mali, ADEM. Les délégués ont débattu de la vie du parti, de la paix, de la sécurité, entre autres. Au RTM Tombouctou, Moulay Saya. Pour ce premier congrès ordinaire du parti ADM tenu dans la cité des 333 Saints, les militants du cercle de la région et du Mali ont répondu présents. Le choix porté sur cette ville n'est pas un vain choix. Nous sommes venus à Tombouctou pour être solidaires avec la population de Tombouctou pour la situation que nous vivons aujourd'hui au Mali, qui est une situation très particulière. Tour à tour, les membres du bureau national ont entretenu les militants et sympathisants du parti sur l'unité nationale, l'école malienne, le rôle des acteurs politiques et des citoyens dans le développement du pays. À cette première rencontre, les femmes du parti se sont engagées pour combattre la pauvreté et l'injustice sous toutes ses formes. Nous nous engageons à œuvrer ensemble la discipline et le respect des différences
pour combattre la pauvreté, l'analphabétisme et la situation des femmes bagages. Le président du parti, en prenant la parole, a évoqué surtout les grands problèmes qui préoccupent les populations du Mali. La paix, la sécurité, l'emploi jeune, le développement. Nous sommes venus vous dire que le Mali est un pays uni, indivisible, et que chaque citoyen ici est frère et parent. Nous sommes venus vous dire également que le Mali commence ici à Tombouctou. Lorsque l'on commence à parler de notre pays à l'étranger et que l'on dit nous venons de Bamako, les gens ne savent pas c'est où. Dès que l'on dit Tombouctou, tout le monde sait où nous sommes. À la question des élections présidentielles 2012, le parti attend février prochain pour se prononcer. À Nara, tenu aussi de la conférence de section de l'ADEMA-PAJ, ont pris part à la conférence les délégués du comité exécutif du parti et les militants et sympathisants de l'ADEMA venus des sections de Koulikoro. Envoyé spécial à Nara, Agibou Koulibaly. C'est dans une salle pleine à craquer que les militants et sympathisants de l'ADEMA du secteur de Nara ont accueilli les représentants du comité exécutif du parti pour la conférence de section du parti de l'abeille. Une conférence de section qui a comblé l'attente des initiateurs. En tout cas, nous sommes sûrs de nous-mêmes ici. En ce qui concerne les élections prochaines, en tout cas, nous allons organiser ça avec beaucoup de courage, beaucoup de succès ici. La section de Nara se porte très bien. Très bien, pourquoi? Parce que c'est la section de Nara qui a été la première à choisir le candidat qui est aujourd'hui le candidat de l'ADEMA. Pour le coordinateur régional de l'ADEMA à Koulikoro, la conférence de section de Nara est un devoir de reconnaissance de la coordination, mais aussi du comité exécutif à l'endroit de la section de Nara qui a proposé à la conférence nationale la candidature du professeur Diongounda Traoré à la présidentielle de 2012. Cette candidature, nous avons assuré nos camarades de Nara qu'elle n'était plus la sienne seulement, mais qu'elle appartenait à toute la région de Koulikoro. Nous avons sérieusement bon espoir que ce qui a été vu aujourd'hui, vous avez vu la mobilisation, et bien, ma foi, annonce le lendemain meilleur, et pour la section, et pour le CE, et pour le parti. À la fin de la conférence de la section ADEMA de Nara, la délégation a rendu une visite de courtoisie aux notabilités de Nara. Journée de concertation du Conseil de cercle de Kangaba, ceci dans le souci de mettre en place une stratégie de prévention et de gestion durable et pacifique des conflits locaux. Durant 2 jours, les participants ont échangé sur les conflits, leurs causes et les conséquences, ainsi que les solutions à envisager. La rencontre était organisée avec le concours financier de l'Association d'appui technique aux activités des populations et développement durable. C'était à Kangaba. Journée de concertation du Conseil de cercle de Kangaba. Voilà. Lancement samedi à Sikasso des activités du rassemblement pour les actions concrètes. À cette occasion, un bureau local de 31 membres a été mis en place. L'objectif du rassemblement est de sensibiliser les jeunes pour une forte implication dans le développement du Mali. Commentaire Brahima Koni. Ce samedi 17 décembre 2011, la salle Lamissa Bengali avait refusé du monde. Pour cause, le début d'un processus d'implantation du rassemblement pour les actions concrètes ARAC à travers le Mali. Ce lancement des activités de la section ARAC de la région de Sikasso se veut une occasion de partager la vision de développement de la dite association avec les populations de cette localité. L'Irak doit être donc à l'avant-garde de la lutte contre la pauvreté, le chômage des jeunes, l'insécurité alimentaire, l'analphabétisme, l'injustice, etc. Le rassemblement pour les actions concrètes, au-delà du dispositif statutaire que nous en faisons, est alors pour une conviction. Conviction d'un Mali nouveau, porté sur des fonds baptismaux ayant pour pilier central les jeunes. L'objectif global du RAC est de sensibiliser les jeunes pour plus d'implication dans la construction nationale. Le Mali ne se fera pas semblant.
le Mali est à notre image. Si les jeunes se rassemblent, si les jeunes décident de s'impliquer dans la chose politique, de prendre leur destin en main, aujourd'hui, ce n'est pas le moment des critiques stériles envers les dirigeants, envers les partis politiques. Ce n'est pas le moment des discussions dans les grains. Le temps est arrivé en vérité. Le Rassemblement pour les actions concrètes forme les jeunes dans les domaines de la citoyenneté, la recherche d'emploi et le leadership. Faire de la lutte anti-fistule un cheval de bataille, c'est l'objectif qui s'est fixé Inerwil International. C'est l'idée maîtresse qui ressort de la rencontre initiée hier matin à Bamako. Il s'agissait d'attirer l'attention de l'opinion nationale et internationale sur le drame que vivent les femmes malades de la fistule. Les membres du Rotary Club et Inerwil International ont également montré au ministre de la Solidarité et la présidente internationale d'Inerwil le chantier de l'hôpital anti-fistule à Djelibougou. Fadema Keita. Dans le monde, plus de 2 millions de femmes sont atteintes de fistules obstétricales. Au Mali, il n'y a pas de statistiques nationales déterminant le nombre de femmes victimes de la maladie. Cependant, le centre hospitalier universitaire Gabriel Touré, à lui seul, enregistre chaque année plus de 200 cas. C'est pour éradiquer cette maladie que Inerwil International, à travers Inerwil du district 909, a entrepris un certain nombre d'actions. Ce panel qui est organisé aujourd'hui a donc pour objectif de réaliser une réflexion aussi constructive que possible, fruit d'un dialogue entre les clubs-services et les partenaires sociaux, sur ce que peuvent et doivent apporter les différents partenaires et organismes pour bouter définitivement la fistule. Et enfin, d'envisager éventuellement ce qu'ensemble il y a lieu de faire pour une meilleure prise en charge des femmes fistuleuses. Ce geste, à en croire la première responsable de l'organisation internationale, venue pour la circonstance, fait partie des priorités du club, c'est-à-dire soulager les misères des personnes en situation difficile. Et il est tout à fait normal et naturel que les Européennes privilégiées que nous sommes et qui n'ont pas à souffrir de ce fléau vous soutiennent dans ce projet et vous soutiennent non seulement moralement, mais j'espère à mon retour pouvoir trouver des coopérations et des partenariats financiers. Selon les médecins chargés du traitement de la fistule, l'excision et les grossesses précoces sont à l'origine de la maladie. Qu'avec des actions vigoureuses, ciblées et pertinentes, on peut éradiquer la fistule obstétricale. Et l'action de Inerwil rentre dans ce cadre-là. Les membres du Rotary Club International et de Inerwil International ont mis la soirée à profit pour montrer au ministre de la Solidarité et à la présidente internationale de Inerwil leur chantier. Il s'agit du futur hôpital mère-enfant anti-fistule. Ce centre, ou bien cet hôpital, n'est pas seulement un hôpital. Ça va être aussi un centre de vie, un centre de rencontre, un centre de réintégration, un centre de considération, de faire en sorte que nos sœurs, nos épouses, nos filles, qui ont eu à un moment donné ce handicap, puissent se sentir entourées par notre chaleur. Il existe plus de 4000 clubs services humanitaires dans le monde, dont Inerwil International. Cette dernière compte de nos jours près de 100 000 femmes bénévoles réparties dans 103 pays, dont le Mali. Lancement à Ségou du projet multi-acteurs en santé de la reproduction, 150 millions de francs CFA. C'est le coût du projet. Il couvre les régions de Ségou, Mopti et Tombouctou et vise à sécuriser davantage les jeunes contre les maladies sexuellement transmissibles. Fousseini Samaki, correspondance. Ce projet multi-acteurs a pour objectif la promotion des droits sexuels et la santé et la reproduction des adolescents et jeunes de 10 à 24 ans. Pour sa bonne exécution, ce nouveau projet de 5 ans s'appuie sur 3 structures sollicitées dans les régions de Ségou, Mopti et Tombouctou. Il s'agit de l'ONG Oualé de Ségou, l'AMPPF de Mopti, l'Association malienne pour le suivi du Sahel de Tombouctou. C'est un programme qui va contribuer, comme beaucoup d'autres, à améliorer la santé de la reproduction des adolescents et des jeunes. Mais la particularité de notre programme, c'est qu'il va s'insérer dans un dispositif d'éducation qui est déjà sur place, c'est-à-dire un programme d'alphabétisation qui touche des jeunes ou des adultes qui n'ont pas été à l'école ou bien qui ont été déscolarisés. Donc, comment les prendre en charge pour permettre leur accès à des informations saines, de qualité,
au service des soins, bref, tous les paquets de services pour l'amélioration de la santé de la reproduction. Pendant la première phase de ces projets, les pères éducateurs et les relèves vont se mobiliser dans ces régions pour favoriser l'offre de services de qualité en matière de la santé de reproduction et de lutte contre le VIH et le sida. Toutes choses qui vont en droite ligne de la politique de santé du gouvernement. Les autorités maliennes affichent une réelle volonté politique en vue d'améliorer la santé de la reproduction des adolescents et des jeunes. Un volet important des objectifs du millénaire pour le développement en matière de santé. De nombreux obstacles se posent à l'accès des jeunes à l'information et à l'utilisation des services de santé appropriés dont ils ont besoin. Le programme dont nous allons lancer l'intervention a levé ces barrières pour une jeunesse mieux informée, plus saine et plus productive dans un Mali prospère. Un autre temps fort de cette cérémonie a été la signature de la Convention nationale entre les acteurs de la mise en œuvre du projet suivi d'un sketch sur la santé de la reproduction. Éradiquer la malaria pour améliorer l'accès à une éducation de base, c'est le thème d'une conférence de presse tenue hier à Bamako. La conférence avait pour but de partager avec les journalistes les vertus de l'Artémisia annua, une plante reconnue par l'OMS comme meilleur produit contre le fléau. Pour plus de détails, écoutons le docteur Blaise Gukora. Il est consultant et il est au micro de Tchemoro Konafi. L'idée est une émanation du message de Yagin et Fodé, deux jeunes Guinéens qui ont été retrouvés dans le train d'atterrissage de l'avion de la Sabena en 1999. Suite à cela, Jean-Jacques School, avec lequel nous travaillons, a entrepris de mettre en place cette association forte qui permet de pouvoir pallier au progrès économique, à la santé, aux défenses des droits fondamentaux, à l'éducation de base des enfants. Un peuple qui lit est un peuple qui gagne. Donc au travers de l'éducation, on apportera beaucoup aux enfants. Les enfants prison, les enfants malades, les enfants mendiants, les enfants dits sorciers, les enfants esclavages, les enfants domestiques. L'Artémisia annua est une plante qui a été reconnue par l'OMS comme un grand espoir de lutte contre la malaria. La polio est en train d'être éradiquée. Au jour d'aujourd'hui, il n'y a pas de raison que le palu ne le soit pas. Et toutes nos excuses pour la qualité des images. 8e journée malienne de la qualité, les travaux se tenaient au Centre international des conférences de Bamako. Les échanges ont tourné autour de la normalisation et la problématique de la gestion de l'eau. À travers ce thème, il s'agissait de trouver les moyens de relever les défis liés à la qualité. Il faut noter que cette journée est conjointement organisée par la Direction nationale des industries et l'Association malienne pour la qualité. Le compte-rendu de Boubacar Sissoko. Les assises de cette 8e journée malienne de la qualité veulent ainsi parvenir à une dynamique efficace afin d'assurer une synergie nationale d'appropriation des enjeux de la qualité au Mali. L'Association malienne pour la qualité vise ainsi à travers cette journée à amener les entreprises du privé et de l'État à cultiver les vertus de la qualité. La majorité des acteurs économiques fait le constat que la qualité est l'un des piliers qui permet à nos entreprises de conquérir de nouveaux marchés et d'améliorer les parts de marché autant à l'exportation que sur nos marchés locaux. Mais la qualité ne concerne pas que les activités dites marchandes. Les systèmes administratifs, les établissements de soins, même les ONG ont besoin de cette approche. Durant 3 jours, les échanges porteront sur, entre autres sujets, les normes internationales pour établir la confiance mondiale, la problématique de la consommation de l'eau au Mali, le rôle du laboratoire national de l'eau dans le contrôle de la qualité de l'eau. Tous ces thèmes abordent la qualité et les normes internationales, des domaines qui vont de pair. Cette initiative de l'Association malienne pour la qualité a été appréciée à sa juste valeur. En choisissant ce thème, l'objectif visé par les organisateurs et la MAC est de sensibiliser les acteurs du domaine de l'eau et les consommateurs sur les défis liés à la qualité de l'eau. Ces journées, j'en suis sûr, permettront d'identifier les problèmes liés à la qualité de l'eau et à la pollution. La cérémonie a été mise à profit par la MAC pour lancer son site web.
devant permettre aux entreprises qui désirent s'inscrire pour la certification d'avoir des informations. Et l'association malienne d'éveil au développement durable tient une table ronde sur le thème « Construire une campagne sur les risques, les intérêts, limites et opportunités du pour-guerre ». Les résultats devront alimenter les réflexions des décideurs sur la question. La stratégie nationale de développement des agrocarburants sera aussi au menu des débats. Alpha Maïga. Jatropha ou le pour-guerre est un arbuste de culture pérenne. Il pousse de façon sauvage et produit des fruits qui, à leur tour, produisent de l'huile, des tourteaux, entre autres. Un véritable engouement est observé autour de cette plante, d'où cette table ronde axée sur le thème « Construire une campagne objective d'information et de sensibilisation sur les risques, les intérêts, limites et opportunités du pour-guerre dans la région de Sikasso ». Nous avons conduit un certain nombre d'enquêtes empiriques chez les producteurs, chez les porteurs de projets, d'expliquer comment s'est passée l'introduction du Jatropha dans les parcelles agricoles. L'idée pour nous, c'est qu'on ne continue pas à faire la promotion d'une culture sans tenir compte des aspects de production locale. C'est ainsi que la commission chargée des questions d'agriculture au sein de l'Assemblée nationale, le Haut Conseil des collectivités, la société civile ont été invités à prendre part à ce savoir de la réflexion sur la dynamique de développement des agrocarburants. C'est en ça qu'on voit encore les efforts que la société civile dans ses différentes composantes œuvre pour trouver des alternatives de développement. Cette alternative est une meilleure alternative pour nos populations très pauvres qui ne peuvent pas accéder aux énergies. Et nous espérons que si nous arrivons à circonscrire cette opportunité, à circonscrire les risques que cela représente, parce que ça a des risques aussi, nous pourrons vraiment développer cette énergie. La table ronde sur le pour-guerre est une initiative de l'association malienne d'éveil au développement durable, AMED, une ONG basée à Koutiala. Avant de boucler ce journal du sport, championnat national Ligue 1, match entre le stade malien de Bamako et la Somme en clôture de la deuxième journée. Score 2 buts partout. Le compte-rendu des Djarakounati. Le stade malien de Bamako, averti, avait en face un morceau difficile à avaler. La Somme, après sa victoire sur l'ASV 3-1. Les Blancs de Bamako, hésitants, ouvrent le score à la 13e minute par Ousmane Sidibé, avant d'être rejoint à la 28e minute par Suleiman Dambélé, 1-1. C'est le score à la pause. L'attaquant stadiste Ousmane Sissé, libre de tout marquage, bat le portier de Misra, 2-1. Les Blancs appuient alors sur l'accélérateur, mais pêche dans la finition. La surprise viendra de la Somme. Djili Magankane égalise à la 83e minute. Score final 2-2. Nous étions en phase d'apprentissage. Nous sommes frottés ce soir à un grand. Nous continuerons d'apprendre et je crois que nous jouons rien que le maintien. Le stade malien est une grosse machine. On a pêché quand même quelque part dans la récupération et surtout dans le pressing très haut qu'on avait demandé aux jeunes gens pour empêcher quand même le stade malien de développer son football. Deuxième mi-temps, on a bien sorti. En enchaînement, on a fait bien. On a fait 2-1. Il faut un match, on va gagner en 3 ou 4 buts même. On a tout raté. Donc finalement, on a laissé un but. Ça avait un match nul. Nous, on a travaillé beaucoup devant les buts. On marque. Mais aujourd'hui, on a tout raté. Bon, on va continuer à travailler. Le champion sortant, Stade malien de Bamako, est accroché par le premier Aston. Voilà, le Conseil économique, social et culturel informe la population de l'apparition du 5e numéro de sa revue périodique d'information et d'analyse. Dans cette parution, vous retrouverez les différentes activités de la 4e session ordinaire de la 4e mandature du Conseil, les missions, les audiences, les allocutions du président du Conseil, des analyses et un dossier sur l'accès des femmes à la terre, à retrouver dans les kiosques. Voilà, cette édition est à présent terminée. Au nom de la rédaction de l'ERTM, nous vous remercions de l'avoir suivi. Merci à vous qui nous suivez du Gabon et partout ailleurs. À demain, excellente suite de programme. Bonsoir.